Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Merci à tous de nous retrouver pour passer ensemble une heure en notre compagnie. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Avant d'accueillir notre invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Laurent Cayade, notre expert cybersécurité, nous parlera de la face sombre du métaverse. Edwina recevra Benjamin Msika, partenaire chez EY, mais aussi des jeux, des interviews et des surprises pour notre invité. C'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invitée aujourd'hui est une femme de challenge. C'est à 23 ans seulement qu'elle est embauchée par Xavier Niel dans ce qui n'était alors qu'une petite société. Travailleuse acharnée et femme d'affaires brillante, elle participe au succès du groupe Iliad et à sa filiale Free jusqu'à en devenir un élément indispensable. En 2015, l'Institut Chazelle la classe en tête des 100 leaders économiques de demain, succédant ainsi à Emmanuel Macron. Elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes de sa génération. Elle nous fait l'immense honneur d'être avec nous dans le Tech Show. Angélique Gérard est notre invitée. Bonjour Angélique. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci. Alors nous sommes ravis de t'accueillir dans le Tech Show, ravis et honorés de te recevoir. Angélique, tu es dans le classement Forbes, une des femmes les plus influentes de ta génération, top 40 d'après le journal Forbes, et tu es également classée numéro 1 du classement Choiseul. Tu as un parcours formidable, tu es vraiment une femme inspirante. Nous avons énormément de questions à te poser, puisque en plus de tes fonctions chez Free, tu es dans l'advisory board, dans le board de Circle Strategy, de Pétale, de l'AFM, c'est le groupe, ça fait partie de la famille Mullier, je crois. En fait, au sein du conseil de gérance de la famille Mullier, ouais. Donc c'est l'association familiale Mullier, et donc on gère l'écosystème de toutes les entreprises de la famille. Et aussi de Big Ben Interactive. Et en plus de ça, tu es auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est L'expérience client, une histoire d'émotion. Donc c'est ton nouveau livre, donc tu vas nous parler. Et en fait, je n'ai pas tout cité parce que ton parcours est vraiment impressionnant. Comment on fait pour avoir autant de fonctions, pour gérer autant de projets en même temps? Et en plus de ça, je crois que tu es maman de 2 enfants. De 3. De 3 enfants. De 3 enfants, mais j'en ai fait 3. Les enquêteurs n'ont pas eu les bonnes infos là. Écoute, c'est peut-être parce que j'en ai fait 3 en 3 ans et demi et que voilà, du coup 2, ça allait trop vite. C'était peut-être un petit peu plus logique. Comment on fait alors pour gérer voilà, autant de projets en même temps, donc board de 4 sociétés, entrepreneurs et en même temps ce poste au top management d'une des plus belles pépites françaises? Bah écoute, je crois que c'est avant tout beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, puis c'est de la passion. Je me pose pas trop de questions en fait quand je me dis que ça a du sens, que le sujet me passionne, je rentre dedans et j'y vais. Alors, j'ai dit tout à l'heure rapidement, en 2015, donc tu es classé numéro 1 du classement Choiseul, qui est un classement très prestigieux et qui, détermine les leaders économiques de demain. Et tu succèdes donc à Emmanuel Macron. Donc, comment on réagit quand on est premier de ce classement si prestigieux? Truc de ouf. Truc de ouf. Truc de ouf. Je te raconte l'histoire parce que, oui. En fait, je suis 56e la première fois que j'apparais dans le classement. Et en fait, déjà en étant 56e, je ne me vois pas dans le classement. Donc, je reçois un message de Xavier Niel qui me dit « Félicitations Angélique ». Je me dis « Mais pourquoi il me félicite ?» Je regarde le classement, je ne me vois pas dans le classement. Et là, j'ai notre attaché de presse qui me renvoie « Bravo Angélique, on est fiers de toi ». Il y a un problème, donc je ne me vois pas dans le classement et je demande à mon époux de regarder. Il me dit, mais t'es là, 56e. Et c'est tellement improbable, si tu veux, pour moi, parce que je n'étais pas du tout mondaine, j'avais la tête dans le guidon, enfin, je ne sortais pas, que le fait d'être identifié, c'était assez improbable. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le classement, l'Institut Choiseul? C'est Pascal Laureau qui a monté ce... C'est le président de l'Institut Choiseul qui, effectivement, a créé ce classement pour mettre en lumière les talents français de moins de 40 ans. Et donc, c'est la chance que l'on a, parce que tu fais partie aussi de ce classement, d'être identifié par l'Institut Choiseul, donc qui est accompagné évidemment par un jury. Il y a 4 critères, je ne les connais pas tous par cœur, mais il y a notamment ton pouvoir d'influence, tes réseaux, il y a les fonctions que tu occupes et ta marge de progression, et le 3e, 4e, je ne sais plus. Et donc, si tu veux, voilà, première année, 56e, l'année suivante, 13e, je me dis, je suis dans le top 15.
Et je suis ravie parce que je suis aussi dans le top 15 du Tech Show, parce que bah c'est oui, ta 15e émission. Exactement. Donc, C'est moins prestigieux que l'Institut Choiseul, mais mais c'est classe quand même, c'est sympa. Et donc, et puis si tu veux, je me dis, effectivement, c'est incroyable. Je ne connaissais pas Pascal à cette époque. Et je finis première du classement. Là, à nouveau, je me dis, c'est le classement féminin. Et en fait, non. En fait, pas du tout. C'est classement mixte. Et s'il y a bien une année où il fallait être premier ou première, même si c'est juste prestigieux d'être à la tête du classement. C'était celle après Emmanuel Macron. Il avait été en fait premier 2 fois de suite. Donc ça, c'était en 2015. Ça fait combien d'années que tu travailles chez Free? Je crois que je rentre dans ma 23e année, là. 23e année. Et donc, mais on ne le dit plus, non? Parce que ça fait... On vieillit, non, je sais pas, au c'est... contraire. C'est bien, c'est bon signe. Quand on reste longtemps dans une société, c'est que ça se passe bien et que tu as la confiance des fondateurs. Donc, tu as été longtemps directrice de la relation abonnée. Et en 2022, tu quittes ce poste pour devenir conseillère spéciale auprès de la direction, c'est-à-dire auprès de Xavier Niel. Oui, du groupe Iliad en règle générale. En quoi consiste alors ce poste de conseillère spéciale auprès de la direction de Free? Alors, je suis en fait sur tous les aspects de stratégie digitale, donc sur nos géographies actuelles et puis sur ce qu'on peut regarder. Donc, c'est plutôt une mission très transverse. En plus de tout ça, tu es une business angel très active. Donc, on a appris que tu avais investi dans pas mal de startups. J'ai vu que tu étais dans les éclaireuses, c'est ça? Ouais, éclaireuses, mais je crois qu'il y a eu un deal, j'ai entendu dire qu'ils ont été rachetés il y a une semaine, je crois. Absolument, donc c'est un... Donc, tu fais des exits. Merci, ouais, je fais des exits. Écoute, je m'en sors pas trop mal, en fait, depuis le départ. Bah oui, parce que j'ai vu dans ton portefeuille, il y a Simplifield aussi, deuxième. J'ai fait Simplifield. Si je regarde ton portefeuille de start-up, tu as fait 2 exits cette année quand même. Ouais, il y a Popking aussi, qui a été racheté par cette année, alors. Non, pas cette année. Ah, non. Pas cette année, mais effectivement, j'ai fait pas mal d'exits où j'ai fait x2, x3 minimum. Est-ce que c'est important pour toi d'aider les entrepreneurs? Est-ce que c'est ça la mission d'un business angel? Le premier réflexe, quand j'ai investi dans la première boîte, c'était purement égoïste. J'allais chercher une oxygénation intellectuelle. Et je suis allée sur un secteur qui n'était absolument pas le mien, c'était de la galvanoplastie. D'accord. Donc, tu vois, le truc, c'était très chimique, donc j'y connaissais rien. Et donc, j'allais chercher quelque chose que je ne connaissais pas pour m'aérer, en fait, m'oxygéner. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même sympa. Et oui, et puis on peut défiscaliser. OK, donc il faut regarder le point. Donc tu vois, de façon très honnête, c'est comme ça que je suis arrivée dans les investissements. Et après, je me suis prise au jeu de me dire, mais ouais, c'est hyper chouette en fait. Ça a du sens de participer à l'écosystème entrepreneurial français, d'aider des jeunes talents, eux aussi, à éclore. Après, je fais assez peu de coaching. Donc, si on m'appelle parce que... Tu es dispo pour tes entrepreneurs. Je suis dispo. Un petit déj, un verre. Mais voilà, généralement, je ne prends jamais de position dans les boards, dans les sociétés dans lesquelles j'ai investi. Mais voilà, c'est on demand. Alors, Angélique, on en sait un peu plus sur toi, mais on a envie d'en savoir encore plus. C'est pourquoi c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, donc tu viens d'un milieu qui est plutôt modeste, un père imprimeur et une mère employée de bureau. Je crois qu'ils travaillaient dans la même entreprise. En fait, mon père était ouvrier dans une imprimerie et ma mère, pour pouvoir nous élever, a gardé 47 enfants, donc elle était assistante maternelle. Et puis quand on a commencé à être un petit peu plus indépendant, elle a décidé effectivement de sortir de la maison et elle a trouvé un emploi d'employé qualité dans l'imprimerie où mon père travaillait. Enfant, tu étais un vrai garçon manqué. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors c'est vrai que j'étais très garçon manqué, mais vraiment, on dit parfois de moi que j'ai conservé un peu ce côté masculin dans une enveloppe féminine. C'est assez marrant, on me le dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais et moi je voulais être militaire. D'accord, donc toi ton rêve c'était d'être militaire. Ouais, ça ne m'a pas quitté d'ailleurs, tu vois, j'aimerais bien faire l'école de guerre. D'accord, peut-être c'est toujours possible, tu pourrais toujours... Je pense. Et donc tu étais aussi à fond dans le sport, le karaté, le rugby, mais surtout le basket. Est-ce que tu peux nous parler de ces passions? Oui, alors j'ai fait à peu près tous les sports et j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Je continue d'ailleurs, je suis marathonienne. D'accord. Donc, tu connais ton temps au marathon? Ouais, alors je vais le dire, j'ai fait 4h15 à New York, qui est mon dernier marathon. Et je suis très fière parce que c'était 6 mois après la naissance de mon 3e enfant. Ah, donc là, c'est excellent. Bravo. Donc du coup, si tu veux, voilà, c'était mon truc de me dire, après 3 enfants, c'est encore possible, on peut y aller, on y va, et je l'ai fait. Donc très fière. Et puis basketball, ouais, une passion pour le basket, Ton équipe de basket préférée? Non, j'en ai pas. Plus maintenant? Non, je ne regarde pas les matchs à la télé, en fait. Moi, je préfère prendre un ballon et aller sur le terrain. C'est mon côté très opérationnel, peut-être, tu vois. Et donc, tu as été aussi coach de basket? Ouais, j'étais un des plus jeunes entraîneurs de France, à 16 ans. J'ai entraîné des seniors garçons
donc des gens de ton âge, D'accord. qui me voyaient arriver, voilà, la petite blondinette. Donc c'était assez marrant. Vers 17-18 ans, tu dois prendre beaucoup de responsabilités. Je crois que tu dois rapidement subvenir aux besoins de ta famille. Et enfin, forcément compliqué pour toi, difficile. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? J'ai pas le souvenir, en fait, que c'était compliqué parce que je pense que je n'avais pas le temps de me poser de questions. D'accord. Donc, je dis très souvent que je pense avoir déclenché des instincts de survie à cette période. D'accord. Parce que j'avais 18 ans, soutien de famille, j'avais ma mère et mon frère, du coup, à charge. Et donc oui, c'est une situation compliquée. Oui, j'ai pas eu, du coup, la vie d'une jeune adulte. Donc, en clair, je suis sortie très, très tard, tu vois. Ta première boîte de nuit, ça devait être à... ma première boîte de nuit, j'ai bossé en boîte de nuit, oui, tu vois, j'ai cumulé des emplois. On a l'info. T'as l'info. Mais du coup, ouais, je pense que la première fois où je suis allée en boîte de nuit, enfin voilà, en tant que cliente, je devais avoir 30 ans. En 95, donc tu es diplômée et tu rentres chez France Télécom. Et tu restes combien de temps? 3-4 ans. 3-4 ans. Est-ce que c'était une bonne expérience? Extra. Extra. Ouais, j'ai adoré. D'accord. J'ai vite compris qu'en fait, je serais limitée. Dans les 3-4 ans, j'avais eu une promo. Et j'avais compris qu'après cette promo, en revanche, ça allait être très long. Et puis un jour, tu cherches une voiture à acheter, donc tu fais les petites annonces et tu trouves une Opel Tigra. Et il se trouve que le type qui te vend cette Opel Tigra, c'est le premier salarié de Xavier Niel. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait vrai. Parce que moi, j'avais une R5 et ce mec avait acheté l'Opel Tigra pour sa nana, mais qu'il quittait, donc il revendait la voiture. Il me rachetait la R5 parce qu'il voulait qu'elle garde une voiture. Et en fait, j'avais pas fait le contrôle technique. Et 3 mois après, elle est tombée en panne. C'est ce qui nous a permis en fait de nous revoir, et de tisser des liens d'amitié. C'est d'ailleurs encore un de mes meilleurs amis et c'est le parrain de mon deuxième enfant. Tu as rencontré ton meilleur ami en achetant une Opel Tigra. Petite annonce, c'est exceptionnel. Et ça a changé ta vie? Complètement, parce que du coup, voilà, il bossait pour Xavier, il me parlait de Xavier en permanence. Il m'a proposé 3 projets pour rejoindre en fait Xavier. Les 2 premiers, c'était pas du tout ma cam, et puis le 3e, je me suis dit ouais, go. Voilà, je sais que je vais avoir un plafond chez France Télécom, autant y aller, et je suis repartie from scratch dans une aventure. Tu développes l'annuaire inversé, donc dans un petit bureau à part. J'ai cet ami en fait qui me donne les clés d'un local et qui me dit voilà, tu vas travailler là, 62 rue Amelot. C'était une galerie marchande, une vieille galerie marchande, et en fait j'avais mon local vraiment sur, c'était la vitrine, c'était le début de la galerie. Et donc, il me dit, voilà, tu te démerdes, le carnet de chèques, machin. Quand tu sors de chez France Télécom et qu'il te faut 30 signatures pour faire signer une demande de congé payé et que là, tu te retrouves avec le carnet de chèques de la boîte, tu dis, waouh, ok, donc énorme responsabilité. Tu as été vite responsabilisée dans cette société. Ouais, et en même temps, j'ai été cette jeune femme qui était capable de prendre des responsabilités parce qu'elle en avait prises très tôt. Et donc, si tu veux, c'est ce qui me caractérisait aussi. Mais c'est sûr que ça te met un peu la pression de dire, tu peux pas déconner, tu peux pas te tromper de virgule après le zéro, quoi. Xavier avait créé le service télématique, donc 3617 ANU, qui permettait aux gens de faire la recherche inversée, de taper le numéro et de savoir qui les avait appelés. Et donc, moi, j'ai été recrutée pour créer le 3617 ANU, mais par téléphone. En 6 mois, truc incroyable, si tu veux. Donc, je dois équiper le local, donc rencontrer des fournisseurs, je dois recruter des salariés, je dois les former. Mais en fait, la pub a démarré très tôt. Et donc, voilà, le service se monte et il y avait de la pub. Et au bout de 6 mois, je m'aperçois que la pub est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vaut de passer ce coup de fil, en fait, à Xavier au bout de 9 mois. Parce que les 3 mois qui précédaient, autant j'avais eu un truc hyper intense. Pour lui dire, voilà, on ne se connaît pas, on n'aura pas l'occasion de se connaître. Je travaille à telle adresse, j'ai fait ça pour vous. Et je démissionne, donc vous avez 3 à 4 semaines pour trouver quelqu'un. D'accord. Il débarque, car c'est un Mercos pile devant 62 rue Amelot. Il vient me voir, il me dit c'est vous là qui vous ennuyez? Ouais, c'est moi. Ok, venez avec moi parce que j'ai un truc à vous montrer, j'ai un problème. Et puis en fait, on va au bout de la galerie. J'avais jamais été jusqu'au bout. Il y avait des bureaux, il y avait deux baux en fait. Et d'un côté, il y avait les ingénieurs. Donc il ouvre la porte et je te jure, ça peut paraître cliché, mais c'est réel. Là, tu as les sacs de couchage sous les bureaux, ça sent le fennec à mort. Jour et nuit. Et là, il me dit voilà, alors il y a Rani, voilà, c'est je sais plus c'était quelle école, Epitech ou Epita. Il y a Antoine qui était dans l'autre école. Antoine, il est encore en stage. Et puis en fait, ces jeunes sont devenus des stars. On est en train de créer un opérateur, ça s'appelle Free, l'Internet gratuit.
et venez, je vais vous montrer de l'autre côté. Et donc, on repasse par l'extérieur, on ouvre le truc. Il y a un grand couloir, puis il y avait une grande pièce qui était fermée. Donc, il ouvre la porte. Il me dit, regardez. Donc, lui, il passe pas la tête. Moi, je passe la tête. Il me dit, vous avez vu? Oui, mais il y a des gens. Oui, il y a des gens. Et en fait, ils se sont auto-recrutés. D'accord. Donc, c'est l'esprit un peu start-up. Vous avez vu les gens. Il avait vraiment l'esprit start-up avant l'heure, quoi. Complètement. Il avait ce mindset mais il l'incarne d'agilité. parfaitement. Il l'incarne parfaitement. Et si tu veux, il me dit, voilà, les gars de l'autre côté, ils ne sont pas capables de manager ça. Puisque vous vous ennuyez, c'était un vendredi, il me dit, vous les reprenez lundi matin. Je dis, OK, vous m'intronisez, vous vous expliquez que je reprends le truc, je deviens la patronne du truc. Ouais, vous devenez la patronne du truc. Et en fait, je suis arrivée le lundi. Et il n'a jamais fait de mail pour expliquer mon arrivée. Comme ça. Et donc, j'étais face à 92 mecs qu'on ne voulait pas forcément garder. Et ça a été le début, en fait, aussi. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ai bien forgé. Hein. Au début, Xavier t'envoyait sur des réunions à Bercy. Tu sais ça. Nos informateurs nous ont tenus au courant de ça. Et donc, alors, comment on supporte une telle pression quand on a... Parce que je crois que tu avais 23 ans à l'époque. Alors, j'avais 23 ans quand je démarre chez Iliad. Et là, j'ai plutôt autour de 26-27 ans. D'accord. On a un directeur général qui est quelqu'un pour qui je garde un profond respect, c'est Michael Boukobza. D'accord. Xavier choisissait où il nous envoyait en fonction des sujets. Et il m'envoyait sur cette table ronde à Bercy. À l'époque, c'était, je crois que c'était Patrick Devedjian qui était le ministre délégué à l'industrie. D'accord. Il y a Nonce Paolini, il y a tous les grands patrons des opérateurs, et moi, je représente Free. 27 ans, le cliché de la grande blonde qui débarque. Déjà, tu n'es pas à l'aise avant de rentrer dans la salle. Bien sûr. Parce que les gens se ressemblent tous, ils ont tous un peu le même costard, la chemise blanche. Tous en moyenne 60 ans, et donc tout le monde se dit qu'est-ce qu'elle fout là, elle, tu vois. Et tu rentres dans la salle, donc les regards, sans vilain jeu de mots, sont encore plus pénétrants. Donc il y a ceux qui se disent elle a oublié le plateau de café, et puis il y a ceux qui se disent en fait elle couche avec qui pour être là, enfin, tu vois. J'ai vécu le sentiment d'imposture à partir de là, de me dire que j'avais pas suffisamment fait d'études, que j'étais pas à ma place, et donc la réalité c'est que quand j'appuyais sur le bouton pour prendre la parole, tout le monde s'arrêtait de parler. Parce qu'on se dit, waouh, la blonde, elle parle. Tu vois ? Et ça, quand tu es mûr et que tu le comprends, tu dis, en fait, c'est un avantage concurrentiel par rapport au reste de la meute. Et c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai mis 10 ans à le comprendre. Et donc, j'en parle assez librement parce que c'est aussi des conseils que je donne, de se dire, non, enfin, faut pas se sentir acculé par les regards, voilà. Au contraire, on y va et il y a un avantage. Est-ce que finalement, tu penses que tu aurais fait la même carrière si tu n'avais pas acheté ou vendu cette Opel Tigra? Ah non. Non. Donc, en fait, je pense qu'un des conseils qu'on pourrait partager, c'est qu'il faut acheter une voiture. Il faut faire les petites annonces parce qu'on ne sait pas. Ça peut changer. Il peut y avoir une bonne surprise. Bravo Angélique, vraiment, on est impressionné par ton parcours. Je te propose tout de suite de retrouver une autre femme d'influence. Elle s'appelle Maud Barenzung. On l'adore au Tech Show. C'est une star du Tech Show. Elle fait des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Elle est directrice associée pour la société Adds Up Consulting. Et elle nous parle aujourd'hui de display programmatique et de VOD. C'est parti pour la chronique de Maud. Alors, j'ai hésité sur mon accroche pour lancer cette chronique. En vrai, on va parler d'opportunités business de la display programmatique via la VOD. Et vous voyez, ça coince déjà. Alors du coup, pour que le sujet soit compréhensible par mamie et par nous tous aussi marketeurs, honnêtement, je commence par une question plus légère. Est-ce que vous regardez des vidéos sur Netflix, Disney+, ou encore Twitch? A priori, oui. Savez-vous que votre marque pourrait diffuser de la publicité sur ces plateformes de streaming vidéo? Voilà. Et bienvenue à un nouveau levier dans votre mix média. C'est la VOD, soit Advertising Video on Demand. Ça veut dire que c'est de la vidéo à la demande qui est financée par la publicité. Et d'ici 2024, ce marché devrait représenter à peu près, il devrait doubler 50 milliards d'euros dans 138 pays. Plutôt intéressant, n'est-ce pas? Mais tout d'abord, salut à tous, moi c'est Maud Barenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale Adds Up Consulting. Aujourd'hui, j'explique à mamie pourquoi les plateformes de streaming proposent maintenant des abonnements incluant de la publicité dans leur contenu et donc des nouvelles opportunités de placement pour les annonceurs. Mais commençons par le contexte. Netflix
Netflix en France, c'est 1,5 milliard d'euros, 10 millions d'abonnés, 100 millions d'euros pour la créa française. Et le problème, parce qu'il y en a eu un, c'est qu'en début d'année, ils ont pour la première fois en plus de 10 ans perdu 200 000 abonnés d'un coup. Alors l'alternative pour eux, ça a été d'intégrer de la VOD, en copiant le modèle éprouvé des cousins américains comme Hulu de Disney ou HBO de Warner Bros. Netflix aussi, ça va leur permettre de toucher un nouveau public, convaincre à nouveau et rendre en fait accessible un contenu moins cher, mais avec de la pub. Et dans le concret, la VOD, en fait, c'est des publicités qui durent, je dirais, 4 minutes pour 1 heure de visionnage et qui s'installent en pré-roll d'une vidéo. Mamie, pré-roll, ça veut dire avant le film. Et avec cette stratégie, Netflix pourrait devenir la 4e régie publicitaire de France. En attendant, vous avez peut-être entendu parler de Twitch qui a été racheté par Amazon. Alors, il s'agirait même de la marque média digitale la plus appréciée pour la publicité par les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, Mamie, Twitch, c'est un petit peu compliqué. C'est une plateforme de diffusion de vidéos qui va être en fait accompagnée en direct d'un espace commentaire qui permet aux utilisateurs de réagir à la vidéo et de participer à des discussions. Twitch, aujourd'hui, c'est financé par la publicité. La diffusion se fait en fait en amont de chaque live et il compte plus de 12 millions d'utilisateurs. Donc plutôt pas mal comme bassin d'audience. En termes de ciblage, Twitch va s'appuyer sur l'audience Amazon. Donc vous avez data e-commerce, la chaîne Twitch, la data Amazon Prime. Et ce type de campagne est aujourd'hui activable sur la DSP Amazon et évidemment réalisable chez AdsUp Consulting par nos experts display programmatique. Voilà Vincent, c'est tout pour moi. J'espère que les spectateurs du Tech Show auront adoré en apprendre un petit peu plus sur les opportunités business de la display programmatique et de la VOD. De mon côté, je vous laisse mon adresse mail quelque part si vous aviez la moindre question. À bon entendeur, salut à tous et bon Tech Show. Merci beaucoup Maude pour ta fameuse chronique J'explique le digital à ma grand-mère. Alors Angélique, qu'as-tu pensé de la prestation de Maude? Alors Maude, elle est canon. Quelle énergie, très bonne oratrice. Donc, tu vois, moi, j'ai envie de lui envoyer un mail, déjà. Ah, bah ça fait pas... Donc... Elle a laissé son mail, donc déjà d'avoir un mail, déjà, et pas le mail le moins important. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que tu es très présente sur les réseaux? Je sais déjà que tu es une influenceuse LinkedIn, mais est-ce que c'est important pour toi? Oui, absolument. Je suis même addict, en fait, aux réseaux sociaux. D'accord. Et tu as une grosse communauté qui te suit Je ne sais pas si c'est une importante communauté, mais j'ai quelques personnes qui suivent. Alors justement, aujourd'hui, dans le monde des créateurs de contenu, il y a beaucoup d'évolutions. Et on a Ruben, le cofondateur de l'agence Follow, qu'on adore, qui est très talentueux, et qui va recevoir Carla Ginola, donc une créatrice de contenu très célèbre, qui a plusieurs millions, ou en tout cas centaines de milliers de followers sur différents réseaux, sur Insta, sur TikTok. Est-ce que tu connais déjà Carla Ginola ? Non, mais attends, je me réjouis. Il passe dans la même émission que nous. Exactement. Donc on va prendre 5 ou 10 000 followers. Alors, là. Ça, on verra, mais en tout cas ils sont passionnants. Et donc, c'est tout de suite dans le Creator Time. Merci Vincent de nous inviter pour la 2e fois au Tech Show. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carla Ginola, talent de la Squadra Follow. Merci de l'accueillir bien fort. Carla, comment tu vas? Eh ben écoute, c'est marrant parce que j'allais te poser exactement la même question. Bah, je t'ai demandé. Écoute, moi, tout va très bien. Ouais. Mais toi, comment vas-tu? Écoute, ça va. Ce siège est très confortable en tout cas. Effectivement, on est très bien bien reçus. Carla, écoute, tu fais partie de ces talents qu'on a connus. Tu avais une petite communauté sur les réseaux. Aujourd'hui, tu as littéralement explosé. On parle de 500 000 personnes sur Instagram, 250 000 sur TikTok. C'est énorme. On va y revenir après. Mais avant tout, la tradition veut que sur le Creator Time, on vous laisse 15 secondes pour vous présenter le temps d'une story. Okay. Est-ce que ça te va? Allez, ok. Prête? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, moi c'est Carla Ginola, je suis créatrice de contenu, je suis passionnée de mode et accessoirement mon signe astrologique c'est Balance. Donc très compliqué dans la vie de tous les jours, les balances se reconnaîtront et sinon je suis ravie d'être là. Top, c'était parfait, t'avais même 2 secondes d'avance. Carla, écoute, je vais pas te mentir, l'heure est grave. Ok. Je dois t'avouer quelque chose. Dis-moi. Le fait est que tu n'es pas notre créatrice de contenu la plus suivie chez Follow. Ouais, je suis désolé, non mais je peux le comprendre. Mais pourtant, je vais me rattraper. Tu es la plus ou l'une des plus demandées par les marques. Quelle est la raison de cela? Je pense que, en fait, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments clés qui font qu'une marque a envie de bosser avec un talent. L'authenticité, le fait d'être hyper proche de sa communauté, d'aimer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait. Mais avant tout, dans le mot créateur de contenu, il y a quand même le mot créateur, créatif. On est d'accord. Et la création, en fait, c'est juste avoir des idées qui correspondent à ce que nous, on aime, donc à nous et aux marques. On a ici un article de presse où on voit sold out.
C'est une campagne dans laquelle tu as fait partie. Tu as été ambassadrice de cette campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à un sold out aussi rapide, à un tel engouement, à autant d'articles de presse suite à une campagne d'influence? On veut comprendre, on veut tout savoir. Surtout que c'était pas gagné parce que c'est quand même une réédition d'une basket Complètement. qui date Ouais. et qui a été hyper à la mode. Donc quand même un Ah, gros c'est un challenge, challenge, complètement. gros challenge. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, la stratégie que vous avez fait follow avec Isabelle Marant, c'était juste un mélange de facteurs qui ont fait que c'était juste successful. Donc le bon produit, le bon moment, le bon endroit. Et Peut-être les bonnes personnes. sûrement les bonnes personnes. Et explique-nous alors, c'était quoi le concept? Isabelle Marant nous ont proposé d'aller à Coachella et de porter la basket à Coachella et juste de vivre ces moments absolument dingues. Donc avec Harry Styles, avec genre juste des mecs incroyables. Et donc nous, on s'est occupé en fait de faire du contenu toujours très créatif à Coachella avec les baskets. Carla, on va passer au jeu. Je follow pas. Est-ce que tu es prête? Comme par hasard, follow. Comme par hasard. Dans le Tech Show, il y a une chronique qui s'appelle J'investis pas. Mais pour le Creator Time, on change de titre et ça s'appelle Je follow pas. C'est parti. Clara Luciani. Je follow. Harry Style. Il y a Adri, mais je follow grave. Petit sourire en coin. Dédicace à Je follow Adri. grave et il était à Coachella et j'ai adoré. Donc je follow depuis même Coachella, je crois. Vincent Klingbeil. Je follow, mais parce que je suis chez lui et que j'ai pas le choix. Tu es effectivement chez lui. Tu n'as pas le choix de Non, le je follow. follow, j'adore tout ça. Et enfin, Danse avec les stars. Je follow parce que expérience de ouf, j'ai adoré et en plus de ça, je suis allée hyper loin. Comment ça, tu es allé hyper loin? Parce que c'est pas exactement ce que j'ai. J'ai eu une toute petite apparition. Hyper loin, genre je suis partie la première, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Mais du coup, Carla, c'est pas pour charrier, mais du coup, est-ce que tu sais danser? Est-ce que tu... ou c'était juste un coup de buzz Écoute, je suis pas restée assez longtemps pour... pour savoir. C'est ça? Merci Ouais, je veux bien Ruben croire. et merci infiniment Carla d'être venue nous voir dans le Tech Show. C'était passionnant, exceptionnel. Donc Angélique, j'imagine que dans une entreprise comme Free, la relation client est primordiale. Et ça tombe bien parce que c'est de ça dont tu t'occupes depuis des années. L'accès à Internet et à la technologie sont les premiers services dont les clients peuvent être mécontents. Et comment avez-vous essayé d'inverser cette tendance chez Free? Alors oui, tu as raison, parce que en fait, quand les gens n'arrivent pas à se connecter, il y a un sentiment de frustration. Et parfois, il peut y avoir de la colère, parce que quand c'est un demandeur d'emploi qui n'a pas accès effectivement à ces services, c'est très compliqué. Quand il y a des situations d'urgence, comme il y a pu avoir pendant le alors, comment on fait? On met du process et on met surtout beaucoup de bon sens et d'intelligence. On forme aussi beaucoup les collaborateurs. Donc, moi, il y a 2 années consécutives où on a fait plus de 300 000 heures de formation, ce qui est assez incroyable. C'est un véritable investissement. Donc, c'est important d'investir sur le capital humain. C'est aussi mon ouvrage, l'expérience client, une histoire d'émotion. C'est aussi d'expliquer que l'expérience collaborateur est peut-être plus importante que l'expérience client, parce que, in fine, quand l'expérience collaborateur est réussie, eh bien, la conséquence, c'est qu'on a en effet miroir une expérience client, elle aussi, réussie. Est-ce qu'il y a des abonnés qui, toi aussi, te contactent en direct? Mais Ça plein. arrive? Plein? Et tu leur réponds alors? Et je suis plus en charge, tu vois, de la relation client depuis 1 an. D'accord. Et dimanche, j'avais quelqu'un qui me contactait, j'étais en plein brunch. il t'appelle carrément? Je pose ma fourchette, les gens m'appellent, me font des WhatsApp, je suis connectée tout le temps. Donc, si tu veux, c'est un peu mon problème aussi. D'accord. Et pour eux, c'est pratique. Et voilà, je dis jamais non parce que je trouve que c'est super important. Alors, on va voir si tu connais bien ta société. Donc, on a préparé un petit quiz qui s'appelle J'ai Free, j'ai tout compris. Angélique, c'est très simple. Donc, je vais te donner des affirmations et tu me dis si c'est vrai, j'ai Free, j'ai tout compris. Et si c'est faux, tu me dis j'ai rien compris. Ok, T'es prête? je suis prête, je vais essayer. C'est parti. Donc, la première box de Free qui n'a jamais été commercialisée n'était pas très jolie. Tout le monde l'appelait la boîte. C'est quand un employé de Free est revenu d'Amérique du Sud avec un paquet de cigarettes nommé Freebox que le nom est venu. Il paraît qu'après, tous les autres opérateurs ont ensuite repris le terme box pour nommer leur boîtier. Donc bravo, en tout cas, c'est vous qui avez inventé ce terme de box. Alors ça, absolument. C'est vrai que tout le monde a suivi.
Donc à 20 ans, Xavier Niel aurait piraté la radiotéléphone de l'Élysée. J'ai tout compris ou j'ai rien compris? Tu as Free, tu as tout compris. J'ai tout compris, Ouais, exactement. C'est une histoire incroyable, ça. Il paraît qu'il aurait réussi à pirater une base de données confidentielle qui lui a donné accès au numéro de 84 détenteurs de véhicules présidentiels, dont le président de la République, François Mitterrand, à l'époque. Donc c'est fou. Et ce qui est drôle, c'est que ça avait été relayé par Le Monde, qu'il rachètera quelques décennies après, en plus, tu vois. C'est fou, c'est fou. Donc là, on avait Free, on avait tout compris. Ensuite, c'est à la suite d'un hors-forfait spectaculaire avec son téléphone que le fondateur de Free a décidé de casser les prix avec Free Mobile. Est-ce que j'ai tout compris ou j'ai rien compris? Tu as Free, tu as tout compris. Et c'est pas que ça, en fait. Hein. Il y a eu ça, et puis il y a cet ADN qui consiste à partir d'une feuille blanche, à se mettre autour d'une table, et finalement à se dire c'est quoi l'opérateur auprès duquel on aurait envie de s'abonner. Donc, et c'est comme ça que partent les idées un peu, c'est de l'intrapreneuriat, c'est des startups au sein de la boîte qui font émerger des idées. Si tu veux disrupter ton marché, il faut effectivement, tu regardes ce que font les autres, mais si tu vas disrupter ce que font les autres, tu n'as rien compris. En revanche, si tu arrives à te projeter et à te dire, OK, mais moi, c'est quoi le produit dont je rêve personnellement, tu as un truc qui commence à pouvoir être écrit et à être déroulé. Hein. L'équipe de Free s'est déplacée aux États-Unis afin de rencontrer plusieurs équipementiers américains. Aucun n'a été capable de construire le fameux boîtier La Box. Et déçus de ne pas avoir trouvé leur bonheur, ils vont se consoler en allant au parc Universal Studios à Los Angeles. Et c'est sur un escalator que leur est venue l'idée. Voilà la photo de cet escalator. Est-ce que j'ai tout compris ou est-ce que j'ai rien compris? Tu as Free, tu as tout compris. Extraordinaire. Ça, c'est une bonne anecdote. C'est un bon dossier. Nos informateurs ont quand même pas mal travaillé sur les dossiers. Hein. C'était incroyable, cette histoire, ce déplacement aux États-Unis. Tu étais sur l'escalator? Non, je n'étais pas sur l'escalator. C'est bien cet escalator. Hein. Ça, je ne sais pas. J'y étais pas, mais je te fais confiance. Tu as l'air hyper bien renseigné. Génial. Donc moi, je pense qu'on devrait tous aller faire des pèlerinages sur cet escalator, voir s'il n'y a pas une petite idée qui nous vient. Tu as raison. Et enfin, dernière question. Donc le personnage de Rodolphe dans la célèbre pub « Il a Free, il a tout compris » est en réalité une parodie d'un codeur de chez Free, un geek absolu, qui s'appelait Rodolphe. Tu n'as rien compris. J'ai rien compris. Rodolphe, c'est mon frère. D'accord, c'est vrai, ça vient de là. C'est ce que je lui fais croire depuis des années, que c'était un clin d'œil. Que ça venait de lui. Et bien justement, allez, on se fait un petit plaisir et on se regarde la pub. J'ai Free, j'ai tout compris, c'est parti. C'est simple, depuis que j'ai la Freeback, j'ai plein d'amis. Je communique avec le monde entier à la vitesse de 20 mégabits seconde. Sur les forums, les jeux en réseau, on échange nos vidéos, nos adresses mail, et des fois nos adresses perso. Il a Free, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 par mois. Elle est mythique cette pub. Donc en fait, d'où vient en réalité ce slogan? Est-ce que tu sais d'où vient ce slogan qui est quand même extraordinaire? C'est vraiment la créativité, l'imagination de la marque. Je crois qu'on avait bossé avec une agence sur le sujet, mais effectivement, c'est un slogan qui reste après des années et des années. L'image de Rodolphe aussi. Tu sais qu'on a même eu une pétition. Les gens refusaient que Rodolphe quitte la pub. D'accord, c'est fou. Et donc, il y a eu des pétitions en ligne pour qu'on poursuive. C'est devenu une star, lui. Le mec est devenu une star, oui. C'est fou. Mais apparemment, dans la rue, tout le monde doit tout le temps lui dire « Est-ce que tu as tout compris ?» Tout ça, ça doit être un peu compliqué. Je suis pas sûre qu'il soit reconnu, parce que là, il avait la barbe, tu vois, les grosses lunettes. Mais oui, pour ceux qui ont envie de chercher sur le net, vous allez trouver effectivement les pétitions. Il y a plein de trucs. Angélique, j'imagine que chez Free, vous êtes très attaché à la cybersécurité. Ça tombe bien, parce que chaque mois, nous recevons une star de l'univers de la cybersécurité. Il s'appelle Laurent Kayat, c'est le fondateur de la société Medsys, et il va nous parler aujourd'hui du Darkverse, c'est le côté sombre du métaverse. C'est parti pour la chronique Cybersécu. Salut Vincent, merci pour ton invitation, c'est toujours un plaisir de participer au Tech Show. Dans le dernier épisode, j'avais choisi de vous parler du Darknet et de vous expliquer le fonctionnement et les risques associés. Pour prolonger sur ce sujet, je vais vous parler aujourd'hui du Darkverse. Vous connaissez déjà tous l'existence du métaverse, ce monde virtuel décrit comme une version future d'Internet, mais beaucoup ignorent que le métaverse change l'industrie du jeu, l'industrie sociale, voire le mode de vie de tous les jours. C'est pourquoi il est devenu l'objectif de la plupart des géants de la tech dans le monde. Le métaverse ne devrait pas échapper à la cybercriminalité dans les prochaines années. Pour les cybercriminels, le métaverse n'est qu'un moyen de plus de lancer des cyberattaques, de mener des campagnes de phishing ou de désinformation. Cet été, un de nos partenaires stratégiques,
l'entreprise de cybersécurité Trend Micro a publié un rapport qui met en garde contre l'existence du Darkverse et des crimes cachés aux forces de l'ordre qui pourraient rapidement évoluer pour alimenter une nouvelle industrie de la cybercriminalité liée au métaverse. Plusieurs scénarios d'attaque ont été évoqués. Les attaquants pourraient cibler les NFT, soit de phishing, soit de ransomware ou même de fraude. Les criminels pourraient également utiliser cet univers pour blanchir de l'argent. Les acteurs criminels, et étatiques d'ailleurs, pourraient y propager des fausses informations pour influencer des groupes d'individus vulnérables et réceptifs. L'ingénierie sociale, la propagande et les fake news pourraient donc s'aggraver derrière dans le monde physique. Les marchés clandestins opérant dans le Darkverse seraient impossibles à infiltrer par les forces de l'ordre sans un jeton d'authentification approprié. Des agressions sur les avatars ont déjà été signalées à plusieurs reprises. Alors cela peut vous paraître complètement abstrait, mais le risque est réel, il existe, et sachez que le marché du métaverse pour 2030 est évalué à plus de 5 000 milliards de dollars. J'espère ne pas trop vous avoir inquiété, mais restez vigilants, même si on parle d'un monde virtuel. Allez, encore merci à tous pour cette invitation et un bon Tech Show. À bientôt. Merci beaucoup Laurent Kayat qui nous parle tout le temps de cybersécurité et parfois même de cybersécurité dans le métaverse. Est-ce que tu as une petite remarque, un feedback sur cette chronique? C'est un véritable enjeu et donc c'est vrai que toute la partie sécurité, résilience des infrastructures, notamment dans les télécoms, c'est un sujet majeur. Après, c'est un sujet que j'investis moi aussi en tant que présidente de la STEM Academy, puisqu'on va proposer des formations débutants et experts en cybersécurité. Il s'avère qu'au niveau mondial, il manque 3 à 4 millions de personnes formées. Donc il a raison de dire soyez vigilants, je ne veux pas vous inquiéter, mais réellement, tous les jours, il y a des attaques. Un vrai phénomène. C'est un fléau incroyable. Donc oui, il faut agir, il faut se former et il faut moderniser ces réseaux le plus possible. Angélique, on voulait aborder un autre sujet qui, on sait, te tient énormément à cœur. C'est la place des femmes dans la société et notamment dans la tech, dans l'entrepreneuriat. Alors je sais que tu as écrit un livre pour la fin du sexisme aux éditions Erol. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, alors déjà pour l'anecdote, tu as vu que la préface était faite par Patrick Poivre d'Arvor. C'était il y a combien de temps En fait, j'ai publié fin 2019, si tu veux. Donc, c'était avant les scandales. C'était avant les scandales. Et donc, du coup, tu vois, j'ai pas peur d'en parler parce que c'est quelqu'un que je connais et que je connais pas dans le... Je dirais, comme on a pu éventuellement le découvrir par la presse. Mais en tous les cas, voilà, il avait accepté de faire cette jolie préface par ailleurs pour cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage, 100% des bénéfices auteurs sont reversés à 2 associations. D'accord. Alors, je le dis parce que c'est important, parce que ça illustre aussi ma démarche. La première, c'est l'aide bailleur. D'accord. Donc c'est une association qui permet à des femmes victimes de violences conjugales de se sauver, de se développer au travers de l'entrepreneuriat. D'accord. Et la deuxième association, c'est SOS Papa. Ce sont des papas qui se battent pour une garde partagée, alternée, équitable. Et donc c'est aussi ça, c'est de montrer l'exemple et de dire, bien sûr, les femmes, on a un retard incroyable sur bon nombre de sujets, et peut-être que les hommes, ils ont aussi quelques petites choses à gagner. Mais voilà, sur le sujet, donc il y a mon histoire personnelle, l'histoire de ma mère. Donc c'est souvent par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Moi, je faisais pas de bruit. J'étais une gentille petite fille, très timide d'ailleurs. J'écoutais beaucoup et on m'a toujours dit, voilà, tiens-toi bien, salis pas ta robe, croise tes jambes. Et donc on est déjà en fait dans une éducation très stéréotypée. Et bien que j'ai conscience de ça aujourd'hui, tu vois, parfois je me surprends, j'ai une fille de 11 ans, à penser quelque chose et à me dire non, tu peux pas lui dire ça. Parce que c'est notre éducation. Et donc, c'était une forme de témoignage aussi, de décoder des situations que j'avais vécues en tant que femme et de permettre à des femmes de mon âge ou des plus jeunes de traiter les sujets peut-être beaucoup plus rapidement, efficacement que ce que j'avais pu le faire parce que personne ne m'avait appris. Et je trouve que l'humour, en fait, c'est quelque chose qu'on doit développer parce qu'on peut parfois être face à des situations dérangeantes, tu vois, de dragouilles un peu lourdes, parfois humiliantes. C'était tout le mouvement aussi MeToo. MeToo, qui a été la libération de la parole à travers le corps. Donc, dans mon livre, en fait, je reviens sur l'histoire des femmes
vraiment toute la construction du féminisme. Il y a un témoignage évidemment qui est plutôt intérieur, et puis une quête légitime, hein, quand tu sais qu'il y a encore 24 points d'écart sur les salaires. En France, tu te dis c'est pas possible. Et Alors c'est clair que c'est scandaleux, et puis il y a aussi, nous on est une émission tech, dans l'entrepreneuriat et même dans les levées de fonds des start-upers, les femmes sont très clairement sous-représentées. Et selon toi, c'est dû à quoi? À nouveau, on est dans des représentations de la société très genrées. Et j'ai l'exemple d'une amie qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle a eu 15 questions autour d'elle. Mais pourquoi tu crées une boîte? Tu as des enfants, tu as une vie, ton mari bosse, pourquoi tu crées une boîte? Tu poses jamais cette question-là à un homme. Alors tout à l'heure, Angélique, on a évoqué le fait que tu as fait plein de boulot, puisque tu as été arbitre, coach sportif, de basket, serveuse, barmaid, etc. Mais il y a encore plein de métiers que tu n'as pas fait. Et ça, tu vas nous le dire tout de suite, parce que c'est parti pour l'interview « J'aurais voulu être ». Alors Angélique, c'est parti pour l'interview « J'aurais voulu être ». Je le fais pas en chanson, hein, on est d'accord? Comme tu veux, tu sais, nous on est très ouverts, nous c'est l'invité qui décide. Angélique, il y a donc des métiers que tu n'as pas fait, et tu vas nous dire si tu aurais voulu faire ce métier. Est-ce que tu es prête? Ready. Et tu nous dis également pourquoi. Angélique, est-ce que tu aurais voulu être actrice? Non. Est-ce que tu aurais voulu être juge d'instruction? Non. Est-ce que tu aurais pu être employé d'un call center? Je l'ai déjà été. Tu l'as déjà été? Oui, et ça t'a plu? Régulièrement, je prenais des appels sur les plateaux free. D'accord. Codeur informatique? Oui. Développeur? Oui, j'aurais pu. C'est passionnant. Exercice de créer son code pour aboutir à quelque chose, oui. Et en plus, là, pour le coup, là, il y a vraiment très peu de femmes dans le monde des développeurs. Et je n'ai jamais compris pourquoi, même dans les écoles d'ingénieurs. 17% au niveau mondial, voilà. 8% sur la partie intelligence artificielle. Tu as 8% fou, de hein. femmes qui créent des algorithmes. Ce qui est un problème, puisque du coup, on a des biais sociétaux qui sont en train de s'ancrer très fort. Et donc, c'est plus qu'un problème sociétal, c'est un problème civilisationnel à date. Joueuse de basket professionnelle? Bon, j'ai joué en National 4. Donc tu l'as déjà fait. Déjà fait. Avocate? Oui. Oui. J'aurais adoré. J'aurais aimé faire une fac de droit. D'accord. Si j'avais eu ce virage de vie complètement différent, je pense que j'aurais fait une fac de droit. Rugby woman? Bon, j'ai fait une saison de rugby, donc, mais c'est pas mon truc. D'accord. Parce que je flippais en fait, arriver dans les douches, je me reconnaissais pas trop dans le. D'accord. Dans l'ambiance. C'était pas pour moi. Médecin? Médecin, non. Restauratrice? Oui. J'adore cuisiner. D'accord. Ta spécialité? Ah, je fais tout. 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 T'as pas une spécialité? Non, et j'ai une capacité à reproduire en fait ce que j'ai vu dans des restos, à me rechallenger. Je posais la question à mon mari dernièrement en disant, enfin, c'est quoi le plat que tu préfères que je fais? D'accord. Et il me dit, mais en fait, tu changes en permanence, tu fais plein de trucs, donc, me fais pas ce que je pourrais aimer. Il est très fort quand même. Il a réussi. En fait, il a compris la question piège et il a réussi. Franchement, il est fort. Oui, mais il est très fort, c'est vrai. Mannequin? Écoute, je l'ai été. En fait, tu as été tout et on n'avait pas toutes les infos. Ouais, non, je te raconterai pas tout ce que j'ai fait, mais ouais, j'ai fait de la photo. Décoratrice d'intérieur? J'ai démarré une formation, mais je suis pas allée au bout, donc est-ce que je vais reprendre en 2023? Donc oui, parce que j'adore la déco. T'adores la déco. Et enfin, ministre? Oui. Oui. Je pourrais totalement. Alors, les amis, dans le Tech Show, chaque mois, je laisse les clés du plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler de la chronique M&A. Elle reçoit aujourd'hui Benjamin Msika, qui est partenaire chez EY, qui va nous expliquer son rôle auprès des acquéreurs. C'est parti pour la fameuse rubrique d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Benjamin Msika, partenaire stratégie et transactions du cabinet EY, spécialisé en évaluation. Bonjour Benjamin. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau. Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. Alors, je souhaiterais échanger avec toi sur les instruments d'incentive au capital que certaines sociétés donnent à leurs salariés et comprendre avec toi quel est l'intérêt d'évaluer ces instruments par un tiers expert. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés, que ce soit des grands groupes, des startups, des ETI, donnent accès aujourd'hui à leurs managers salariés un accès au capital, que ce soit via des management packages ou des BSPCE ou d'autres typologies d'instruments. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire quel est l'intérêt de ces instruments? Oui, bien sûr. Alors, si tu veux bien, je vais un peu planter le décor. Donc, les management packages, ce sont des outils qui permettent d'associer
les fondateurs et les dirigeants d'entreprise au capital de la société, et donc de leur donner un droit sur la création de valeur qui sera faite notamment dans des opérations de LBO et en sortie de ces opérations de LBO. Les management packages, avec l'essor du private equity sur les 20 dernières années, il y a une véritable pratique des management packages qui s'est mise en place. Les investisseurs financiers ont très vite souhaité proposer au top et middle management des sociétés cibles d'investir à leur côté dans des conditions leur permettant de capter une part de la valeur qui sera créée au cours de la détention de cette société, et donc en cas de succès, mais aussi de perdre leur investissement en cas d'échec. Écoute, merci beaucoup Benjamin. Je te propose de passer aux questions de vérité, donc les questions tac au tac, si ça te va. Super. En gros, je te pose quelques questions et tu dois y répondre le plus rapidement possible. Avec plaisir. Plan d'action gratuite ou BSPC? Plan d'action gratuite. Private equity ou venture capital? Non coté. Non coté. Un plan d'incentive dans le métaverse, oui ou non? Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que la hausse des taux, à ton sens, aura un impact sur l'attractivité des management packages? Je pense que oui, comme toute classe d'actifs, la hausse des taux les impactera. Et peut-être aussi impactera la valorisation de ces management packages? Je pense. Est-ce qu'à un moment donné, il est plus pertinent de renoncer à ces management packages? Non, je ne pense pas. Même pour un salarié qui sait qu'il va partir bientôt d'une société? Ça dépend un petit peu effectivement de ce qu'on propose. Comment est structuré ce management package? Merci encore Benjamin pour cette belle interview. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, passionnant comme d'habitude d'en savoir un peu plus sur les fusions et acquisitions. Angélique, quand on t'a invité, on t'a demandé si tu avais un objet fétiche, c'est une coutume au sein du Tech Show, et tu nous as parlé de Vierge Marie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? J'ai effectivement une Vierge Marie qui est, tu vois, c'est une petite vignette plastifiée que j'ai dans mon porte-carte. En fait, je me suis posé la question parce que j'avais pas l'impression d'avoir un objet fétiche. Et en fait, ça m'a fait réfléchir et je me dis, mais bien sûr, enfin oui, j'ai cette petite vignette de la Vierge. Et puis, dans mon porte-monnaie, en fait, j'ai des médailles, pas une, plusieurs, de la Vierge Marie, voilà, que j'ai achetées à Lourdes parce qu'il m'est arrivé plusieurs années de suite de partir 5 jours à Lourdes en tant qu'hospitalière. Donc, dans le cadre d'une organisation où on emmène des gens, on les appelle des pèlerins, mais ce sont des gens souvent qui sont malades, parfois en fin de vie, et qu'on emmène en fait aux différents offices, qu'on emmène aux piscines. Je ne sais pas si tu connais le principe des piscines à Lourdes. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est des moments de vie très très forts, de confidence. Donc, c'est un truc, voilà. Donc, c'est vrai que je ramène à chaque fois des petites médailles. Alors, c'est une question un peu personnelle, mais justement, quelle est la place de la foi chez toi? Alors, c'est un truc c'est incroyable parce que c'est pas, j'ai pas été élevée, tu vois, vraiment dans la religion. J'ai été baptisée. En fait, c'est un truc qui est arrivé assez tard. Et en fait, la religion, ça m'apaise. Je trouve que ça crée du lien aussi. Il y a de très jolies valeurs. Je donne des cours de caté, d'ailleurs, pour tout te dire, à Fénon-Sainte-Marie. Donc, sur des primaires. Donc, j'ai généralement un groupe de 10 enfants. Et j'aime bien, en fait, retranscrire l'histoire dans la vie de tous les jours. Donc, typiquement... quand tu as Jésus qui porte sa croix, qui reçoit des pierres, qui est insulté, je dis aux enfants, mais vous auriez été où? À acheter des pierres, à insulter, ou vous auriez crié haut et fort, arrêté, etc. Et donc de les remettre toujours comme ça, avec des exemples de la vie courante, pour leur expliquer le bien et le mal. Alors, puisqu'on parle religion, c'est parti pour l'interview Confession. Alors Angélique, tout ce que je te demande dans cette interview, c'est d'être d'une honnêteté irréprochable. Mais parce que dans les valeurs, il y a la bonté, je crois, il faut qu'on soit sympa. Et donc, on te laisse un joker, si tu veux ne pas répondre à une question. Est-ce que ça te va? Ça marche. Angélique, l'endroit où tu te sens le mieux? Je me sens bien partout. J'adorais prendre des bains, mais je trouve plus ça très écolo. D'accord. Donc, voilà, c'était ça. Ce dont tu pourrais difficilement te passer? De ma famille et puis de mon doudou. De ton doudou, de ton téléphone portable. T'es accro, mais bon, toi, tu peux vraiment dire que c'est pour le travail, pour toi, pour le coup, parce que du coup, t'as de bonnes excuses. Et du coup, ta plus grande addiction? Ah bah c'est numérique. Les réseaux sociaux?
En règle générale, le numérique. D'accord, tu es tout le temps connecté. Je fais quasiment tout sur le numérique. Je fais mes courses, j'achète mes vêtements, je joue, je suis connectée en permanence. Ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ce serait qu'il arrive quelque chose à l'un de mes enfants. Si tu devais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Bah, écoute, j'ai essayé de changer quelque chose chez moi. D'accord. On en a dit que c'était des confessions, hein, donc je joue le jeu. Hein. Sauf tu as ton joker, toujours. J'ai un tatouage dans le dos. D'accord. Oh là là, gros dossier. Gros dossier, et que j'ai essayé de faire partir au laser et qui est parti un peu, mais pas beaucoup. Donc je referai peut-être une petite séance ou plusieurs, j'en sais rien. Alors, quels sont tes prochains défis professionnels? Donc, je suis très investie dans la cause des femmes et notamment de la jeune génération et donc dans les STEM, sciences, technologies, engineering, mathematics. Donc de faire émerger en fait des talents féminins dans les STEM. On a parlé de l'IA, des biais sociétaux. Les femmes sont absentes de la 4e révolution industrielle, donc ça c'est un sujet. D'accord. Je publie mon 3e ouvrage. Ah, j'allais te demander. D'accord, félicitations. Voilà, c'est une news, j'ai le plaisir de te l'annoncer. Une planète à rembourser aux éditions Kawa. D'accord. Qui est un essai en fait. Je me suis beaucoup formée depuis 3 ans sur la transition environnementale. Ok. Donc j'apporte alors justement la question d'après, que fais-tu au quotidien pour la planète? Ah ben je ne sais pas si je peux dire que je suis très engagée, mais évidemment je recycle comme tout le monde. Je fais très attention à la consommation d'eau à la maison et donc j'ai équipé la maison des douchettes Hydrao. Je ne sais pas si tu vois. Quand tu es en bleu, c'est que tu consommes juste ce qu'il faut. Quand tu passes en vert, tu commences à déconner. Et quand tu es en rouge, voilà. Et je trouve que l'eau, en fait, c'est une ressource universelle collective qui a été financiarisée en Australie, en Californie. Et un jour, peut-être, ce sera notre cas. Et je pense qu'il faut faire attention dès maintenant. Parce qu'on parle souvent de l'impact carbone, mais le vrai grand sujet, c'est l'eau. Donc voilà, et puis quand je vais en forêt, j'ai toujours un sac plastique. Je fais de la course à pied, je m'arrête, je mets dans le sac. Voilà, c'est un réflexe familial. Et si tout le monde avait ce réflexe, les choses pourraient aller beaucoup mieux. Est-ce que tu fais ce dont tu as toujours rêvé? Je pense que je m'attendais pas du tout à faire ce que je faisais, donc j'ai pas de rêve en fait. Je suis déjà tellement contente de tout ce que je fais. Et quel est alors le moment le plus embarrassant que tu aies vécu? Vous allez voir, je joue le jeu. Hein. Très embarrassant. C'est très embarrassant. Mon mari fait de la gestion de patrimoine. C'est un performeur, il gagne un voyage en Islande et il y a son N+1, N+2, N+3. On devait partir en hélicoptère, donc les hélicoptères bulles pour aller au-dessus des cratères, plonger dans les cratères, etc. L'hélicoptère, en fait, à un moment donné, fait un truc comme ça et je vomis, je repeins. Ah ouais, gros dossier, la bulle. Énorme dossier. Là. Énorme dossier. Là, tu joues l'interview confession à 100%. J'assume, ça peut arriver. Hein. Ok, donc énorme. Et Tu vas me regarder autrement là maintenant. Non, pas du tout. Alors ton dernier coup de nerf? J'en ai pas. T'en as pas? Non, je suis pas. Tu maîtrises tes émotions? Ah ouais, j'ai une grande maîtrise des émotions. Très souvent, on me le dit, et quand je me mets en colère, en fait, c'est théâtral. C'est-à-dire que je suis pas une colérique, une hystérique de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me dire dans une conversation, là, cocotte, tu montes le ton. Quel est ton péché mignon? Le vin et le fromage. Quel est ton dicton favori? Je sais pas si c'est un dicton, mais quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Ça, par exemple, en recrutement? Ouais, recrutement, décision. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je disais ça hier à un entrepreneur qui se posait la question sur un plan de succession, qui avait un doute. Je lui dis, attends, t'as tout dit. Il n'y a pas de doute. T'y vas pas. Voilà, dernière question. Est-ce que tu es à l'aise dans cette émission, Angélique? Oui, je suis à l'aise. Ah, on est vraiment ravis. C'est le plus important. Merci Angélique. Tout de suite, on retrouve Stéphane Dahan pour la saga des entrepreneurs. Il est parti à la rencontre de Tracy Cohen, une chirurgienne qui a digitalisé son métier avec la clinique des Champs-Élysées. C'est parti pour la saga des entrepreneurs de Stéphane Dahan de la société Exelmans. Merci Vincent et bienvenue pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, plein feu sur le marché de la médecine esthétique en France au travers du fabuleux destin de Tracy Cohen-Sayag, présidente du groupe clinique des Champs-Élysées. Tracy va nous recevoir dans son bureau, elle va nous parler d'elle, de sa famille, de son aventure entrepreneuriale et de ses ambitions pour ce groupe. Je vous propose de me suivre.
Parfait. Alors écoute Tracy, moi ce que je te propose, c'est que dans le cadre de cet entretien, tu nous parles un peu de toi, de tes ambitions, de la raison qui t'ont poussé à rejoindre le groupe familial. J'ai rejoint le groupe familial du coup il y a 12 ans. Tout a démarré avec de la chirurgie esthétique dans les années 80, qui était le démarrage aussi de l'activité. Et en 2002, pour être exact, ça a été un vrai tournant pour l'entreprise, avec une loi qui a permis à ces structures de les reconnaître, mais en même temps de leur empêcher toute forme de communication. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique? Donc la chirurgie, pour être assez concret, on parle de liposuction, de prothèse mammaire, de rhinoplastie. Donc c'est une intervention qu'on fait une fois, 2 fois, peut-être 3 fois dans sa vie. Et c'est une intervention qui est plus ou moins lourde. On voit un anesthésiste, on a une anesthésie qui est souvent générale. Il y a une suite post-opératoire qui est pas négligeable. Ça c'est de la chirurgie esthétique. Au départ c'était vraiment le cœur de métier de cette entreprise. Donc la médecine esthétique, c'est on peut parler d'injection, on peut parler de traitement pour la peau, on peut parler de laser, de radiofréquence, de champs électromagnétiques pulsés, de cryolipolyse. Ce sont des traitements qui permettent de corriger à peu près tout et d'anticiper les signes de vieillissement avec des traitements qui sont non invasifs. Donc on n'a pas accès au bistouri, on n'est pas là en train de faire une grosse intervention, mais c'est plutôt une succession de petits actes qui permettent d'aider à accompagner voilà, toutes les problématiques qu'on peut avoir, femmes comme hommes. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui l'état actuel du groupe, la stratégie de développement, les ouvertures prochaines? Si tu peux un petit peu nous expliquer tout ça, c'est intéressant. On a démarré avec cette structure-là. Au bout de 3 ans, en 2008, la structure a commencé à être complète. En 2019, c'est là que j'ai décidé de monter un nouveau projet, donc à Lille. L'objectif, c'était de monter une structure à 360 sur la médecine et la chirurgie esthétique. On a mis une bonne année entre les autorisations, les finances, le recrutement de l'équipe, la construction, les travaux, puisqu'on est parti de locaux totalement vides, qu'on a tout reconstruit. Et puis on a ouvert en septembre 2019. Ça s'est super bien passé. J'ai décidé d'ouvrir Nice en avril 2021, puis Bordeaux 6 mois après. Et une fois que les 3 cliniques ont été ouvertes et que le proof of concept avait un peu fonctionné, on a bien structuré tout ça. Et c'est là que je décidais d'en ouvrir une dizaine. Et l'objectif étant de consolider ma position en France et d'entamer un développement en Europe dès l'année prochaine, ce qui n'était pas prévu dans mon business plan à moi avant 3 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des enjeux de digitalisation, mais plutôt ce qui reste à faire en matière de digitalisation au sein du groupe clinique des Champs-Élysées? Moi, je suis arrivée dans une société donc ici où il n'y avait pas d'ordinateur. Les rendez-vous étaient pris sur agenda papier. J'ai lancé au bout de quelques mois la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, ça a été un des premiers enjeux et très vite, en fait, la structure s'est totalement digitalisée, avec même le parcours patient. Aujourd'hui, si vous vous baladez un peu dans les locaux, vous verrez que toutes les infirmières ou les esthéticiennes, elles se baladent avec leurs iPads et qui permettent voilà, de suivre du dossier médical au parcours patient, à ce qui a été fait, au bilan de séance, au consentement, aux photos. Et puis après, en termes de data, on est aujourd'hui en train de pousser un peu plus loin ce que j'ai construit depuis 6 ans. Et on est en train de terminer la construction de ce qu'on appelle un data hub, data warehouse, qui va me permettre d'aller un peu plus loin. Et avec toute cette masse de données, de pouvoir aller dans d'autres domaines, data science, etc. Et de pouvoir commencer à être plus fort dans la prédiction de ce qui va se passer, dans l'accompagnement des patients. Voilà, des choses plutôt sympas. On te remercie pour cette interview. C'était très instructif, on a appris beaucoup de choses. Et puis on t'adresse tous nos vœux de succès pour ce projet et on te donne rendez-vous en 2025 pour fêter la 45e clinique. Exactement. Merci à vous. À bientôt Tracy. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Stéphane de la société Excelmans pour cette saga des entrepreneurs qu'on adore. Peut-être une petite réaction, Angélique? Bah écoute, 45e clinique bientôt, donc moi j'applaudis. Belle aventure entrepreneuriale. Réussite entrepreneuriale. En plus, une femme qui est à la tête de cette société. Chirurgienne, c'est même si on très ne devrait rare. même pas le dire, ça devrait être... Non, mais tu as raison, on ne devrait plus le dire, mais les chirurgiennes sont très rares. On a beaucoup de femmes médecins, mais peu de chirurgiennes. Angélique, est-ce que tu suis l'actu tech? Un peu. Je suis plein de choses, mais... Eh bien, on va voir ça tout de suite, parce que c'est un nouveau jeu au Tech Show, ça s'appelle le vu, pas vu de la tech. C'est parti pour le vu, pas vu de la tech. Alors Angélique, c'est un jeu d'actu. Je te demande si on a vu ou pas vu, et tu me réponds vu ou pas vu, c'est très simple. Ok. Tu es prête? J'essaye, vas-y. Est-ce qu'on a vu Elon Musk virer tout le monde chez Twitter avant de supplier les employés de revenir? Moi j'ai vu effectivement qu'il faisait un ménage de printemps, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Et pas qu'il ait supplié de revenir. Ouais, il paraît qu'il aurait supplié certains quand même de revenir, donc c'est un vu. Ouais, il y a peut-être des très bons qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas en adéquation avec la méthode. Et donc c'est peut-être cela qu'il a été recherché. Ensuite, une femme robot nommée PDG d'une entreprise chinoise de plusieurs milliers de salariés. Vu ou pas vu? Vu. Vu, bien joué, c'est vu.
Donc elle s'appelle Tangyu, elle vient d'être nommée dirigeante de la société Fuxian NetDragon, Websoft, spécialisée dans le jeu vidéo. Et ce robot humanoïde, contrôlé par une intelligence artificielle, est le premier à accéder à ce type de responsabilité. Est-ce que ça te choque? Il y avait déjà une IA, tu avais dû en entendre parler, je ne vais pas citer la boîte, mais c'est un grand groupe qui s'était assuré dans son board les services d'une IA. Et donc, quand les patrons passaient les uns après les autres, l'IA était capable de dire, je pense qu'elle est toujours en service, hein, bah non, toi, tu promets de faire ça l'année suivante, mais en fait, tu as déjà fait ça sur cette année. Donc, le gap est beaucoup trop important, donc ta feuille de route de stratégique, c'est pas la bonne. Elle évaluait les BP et les feuilles de route stratégiques. Incroyable. Dire que c'est bien ou pas bien, sans doute c'est pas bien, parce que quand tu diriges une boîte, l'intelligence émotionnelle, c'est extrêmement important. Et donc, d'ailleurs, on le voit, hein, les bons leaders et ceux qui sont cherchés... Et puis la créativité, si on regarde Free, c'est la créativité qui a fait la différence. L'intelligence émotionnelle, ça englobe plein de soft skills. Et donc, quand tu pars, les chasseurs de tête aujourd'hui, les grands groupes recherchent des leaders avant de rechercher des managers. Donc, des gens qui ont cette intelligence émotionnelle. Donc, s'il y a bien quelque chose, en fait, qui peut nous garantir, nous, les humains, dans ce monde qui s'artificialise, c'est bien cette intelligence émotionnelle. Alors on continue le vu, pas vu. Donc une start-up qui dépose le bilan avant même que son fondateur n'ait trouvé l'idée de la boîte. Pas vu. C'est pas vu. En même temps, c'est survu, non? Ça aurait pu être vu, mais c'est pas vu. Alors est-ce qu'on a vu une plateforme d'échange de crypto faire faillite en 2 heures juste à cause d'un tweet? Vu. Et c'est vu, c'est FTX. Ouais. Est-ce qu'on a vu une émission ou un podcast sur la tech où on ne dit pas, on n'a pas le droit de dire le mot disruptif? Vu pas ou pas vu? Vu? Pas vu, obligé. Ils utilisent toujours le mot disruptif, quoi qu'il arrive. Et je l'ai employé par ailleurs. Voilà, bah, tu vois, ça prouve qu'on est bien une émission tech, on respecte les codes. On respecte les codes. Un monument aux morts digitales en France. Pas vu. Alors c'est vu, c'est à Dijon, et donc voilà, on a un lien, on te l'enverra. Et enfin, un dernier, est-ce qu'on a vu des milliers de personnes troquer leur smartphone pour un dumb phone, un téléphone idiot, comme son nom l'indique, et qui ne sert qu'à téléphoner? Vu ou pas vu? Moi, j'ai pas vu, mais ça a été vu. Ça a été vu, donc, des recherches Google pour les Nokia 3310 ont par exemple bondi de 83%. Les utilisateurs désirant une vie coupée des addictions numériques. Donc maintenant, il y a une tendance comme ça à lâcher son smartphone pour reprendre les téléphones à l'ancienne, pour être moins connecté. Angélique, merci beaucoup de t'être prêtée à ce jeu. Est-ce que tu as un coach professionnel? Non. Non. Donc tu t'auto-coaches, tu demandes des conseils plus à tes amis, tu n'as pas un coach qui t'accompagne? Non, j'ai eu quelqu'un quand j'avais 2-3 questions à poser, donc, mais sinon non. D'accord, parce que nous au Tech Show, on a un coach professionnel, c'est un coach de stars, de personnalités, d'hommes politiques, il s'appelle Olivier Bétache, il est coach d'entrepreneurs aussi. Et aujourd'hui, il nous parle de quelque chose que tu connais bien Angélique, c'est le management. Et dans cette chronique, il s'intéresse à l'autorité en management. C'est tout de suite le mot du coach. Merci Vincent. Aujourd'hui, on va aborder une épineuse question, celle de l'autorité en management. Ou dit autrement, comment trouver le bon équilibre entre contrôle et autonomie. Parce que les deux extrêmes, vous les connaissez tous. D'un côté, le manager qui micromanage va très vite étouffer les gens. Ils n'auront plus assez d'espace pour exprimer leurs talents et leurs idées et vont devoir s'adapter à cette chape de plomb. Soit ils se résignent et perdent au passage leur esprit d'initiative, soit ils se rebellent et partent. Ou alors se débrouillent pour faire dégager le manager en question. D'ailleurs, dans la tech, on n'aime pas trop les petits chefs. Et les CEO et les DRH l'ont bien compris. L'autre extrême, c'est celui d'un manager qui se décharge totalement de son attribut d'autorité et laisse une liberté totale à ses équipes. Il va se rassurer en se disant qu'il est cool, moderne, libéré, qu'il met vraiment l'humain au centre pour de vrai, quoi, tu vois, dans un esprit de co-construction perma-acculturant. Car l'absence de structure provoque des intrigues et des jeux de pouvoir qui sapent d'ailleurs encore davantage la performance. Et c'est un cercle vicieux qui peut durer jusqu'à l'implosion du groupe ou alors jusqu'à ce que quelqu'un se décide à sonner la fin de la récré. Mais alors comment fait-on concrètement? Comment mettre en place ce juste milieu et le faire fonctionner au quotidien? Ça, on n'en parle pas beaucoup. Alors, on y va. Et pour nous aider, on va s'inspirer des travaux de Madeleine Logéry, qui décrit selon moi ce dialogue hiérarchique avec beaucoup de justesse, dialogue que l'on a d'ailleurs coutume d'appeler ownership dans notre microcosme tech American. Voilà le magot. Ceci représente une organisation ou un service. Par exemple, l'équipe tech d'une start-up de 100 personnes.
Pour le comprendre, il faut déjà distinguer 3 zones. L'environnement extérieur à l'équipe, c'est-à-dire le reste de la boîte, les clients, bref, tout ce qui est en dehors de l'équipe et qui est important pour elle. Le membership, où l'on va retrouver les collaborateurs, développeurs, architectes, data scientists, et le leadership, où se place le CTO. Ici, on a représenté un service, mais on aurait pu aussi dessiner avec le même schéma une entreprise entière, avec le CEO et les C-level au centre et les autres membres autour. Voyons maintenant les 5 étapes concrètes pour processiser en quelque sorte ce mécanisme d'ownership. Étape 1, elle incombe au manager et elle consiste à produire de la vision. Le leader va observer et interagir avec le monde extérieur pour repérer, discerner, interpréter et hiérarchiser toutes les informations qu'il reçoit. Et de là, il va en sortir des actions prioritaires. Par exemple, il nous faut développer telle feature dans les 2 prochains mois. Ça n'exclut pas que le membership puisse se sentir concerné par la stratégie et faire des propositions, mais c'est au leader de prioriser les actions. Étape 2, le manager va ensuite confier ce projet à un owner. Et pour cela, ils vont passer ensemble un contrat qui fixe le but à atteindre et la deadline. La différence avec la délégation traditionnelle, c'est que l'owner ne se contente pas d'obéir. Dit autrement, le contrat porte sur le point B et la flèche de A vers B, c'est le domaine d'autonomie du collaborateur. Étape 3, l'owner va réaliser son contrat en interagissant la plupart du temps avec d'autres collègues, voire d'autres services. Il dialogue, négocie, coopère, produit, bref, il fait le job. Dans cette phase 3, le manager donne des feedbacks réguliers et se tient à dispo pour aider, mais laisse l'owner s'organiser comme il veut. J'insiste ici sur la centralité du feedback. C'est vraiment l'outil qui permet à l'ownership d'exister, car grâce à lui, on peut recadrer les choses sans faire jouer l'autorité. Étape 4. L'owner est satisfait de ce qui a été produit. Il retourne voir son manager qui va challenger son livrable. Une fois cette étape passée, le manager passe à l'étape 5 et appuie sur le bouton pour shooter le travail produit au reste du monde. Il arrive parfois que le manager décide à la place de repasser en étape 2, soit pour repréciser le contrat, soit pour confier le projet à un autre honneur s'il estime que c'est nécessaire. Maintenant, dézoomons. Si on se place du côté du manager ou du CEO, il faut voir le pilotage de tout ça comme des ballons gonflés à l'hélium. Chaque ballon représente un sujet. Au début, tous les ballons arrivent dans ses mains. Et son objectif, c'est de les confier un par un à des honneurs motivés et compétents. Mais si l'honneur lâche le ballon ou ne l'a jamais vraiment attrapé, alors il s'envole et remonte mécaniquement au manager qui va devoir le confier à nouveau. L'objectif d'un dirigeant est de n'avoir aucun ballon dans les mains, ce qui est en pratique impossible car il passe concrètement son temps à attraper et à rerouter des ballons. Mais il doit garder continuellement cet objectif en tête, sinon il se fera noyer par l'opérationnel. Pour conclure, si vous voulez vous familiariser avec la méthode et le schéma, je vous invite grandement à vous repasser des situations de délégation réussies ou ratées et refaire le match en découpant les 5 étapes. Allez, salut! Merci beaucoup Olivier. Olivier qui est vraiment une star du Tech Show. Il fait des dizaines, centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Une petite réaction à la chronique d'Olivier? Bon coach, ouais. Très bon coach. C'est vrai que le sujet de l'autorité, c'est toujours un truc un peu compliqué. Moi, je pense que j'ai une autorité naturelle, mais tu vois, tu me demandais si j'étais sévère dans une des questions avec... pas sévère, mais ferme. D'accord. Ferme et bienveillante. Angélique, tu t'en doutes. Enfin, peut-être que tu t'en doutes pas, mais non, pour l'instant, je me doute pas. Non, dis-moi. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est que toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant de partir, on t'a préparé une interview. C'est l'interview d'adieu. Angélique, si dans la vie tu avais un dernier mot à dire à quelqu'un, c'est le principe de l'interview d'adieu, que lui dirais-tu? C'est parti. Si tu avais un dernier mot à dire à Xavier Niel. Merci et take care. Si tu avais un dernier mot à dire à n'importe qui chez Free. Je vous aime. Si tu avais un dernier mot à dire à ton ou ta collaboratrice préférée. Ne change rien. Un dernier mot à dire à ton mari. Je t'aime. Un dernier mot à dire à ton ou à ta collaboratrice que tu détestes le plus. Moi, je déteste personne. Un dernier mot à la personne qui t'a le plus inspiré. Tout simplement, je lui dirais merci. À ton mentor. Je suis pas sûre d'en avoir eu un, donc je lui dirais je t'attends. Je t'attends, pas mal. À ton fleuriste. Je te kiffe. À ton banquier. J'en ai 2, donc il y en a une que je kiffe, d'accord. Et l'autre un peu moins. D'accord, tu se reconnaîtras. À ton téléphone portable. Je vais prendre celle qui effectivement que j'aime bien. Je lui dirais merci de m'accompagner toujours dans des projets complètement fous. Génial. À ton téléphone portable. Ne me quitte pas. À Free. Je souhaiterais un très beau succès international à Free.
À ton chéquier. Je suis navrée de ne pas t'avoir renouvelé depuis des années. À ta meilleure amie. Best friend forever. Et enfin, à celui qui présente cette émission. Vincent, merci pour tout. Merci à toi. C'était merveilleux. Merci Angélique. Franchement, on a passé un super bon moment. C'est partagé. C'était exceptionnel, un super tech show. Merci beaucoup Angélique d'avoir été notre invitée. Merci bien sûr à Serge Calfon et à toutes ses équipes qui sont exceptionnelles. Merci beaucoup à la société Blue Lemon, à John DeMaio qui nous accompagne dans cette aventure depuis le début. Merci à Vanessa Méritet d'European Digital Group et à toutes les équipes d'European Digital Group. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci à tous et merci beaucoup. Vous êtes maintenant plus de 500 000 à nous suivre sur chaque émission. C'est exceptionnel et surtout, n'oubliez pas, restez connectés.